Sur Internet, j'enseigne Java. Mais dans la vie de tous les jours, je travaille pour des entreprises, essentiellement en tant que développeur Java back-end. Habituellement, je trouve mes contrats localement, je ne cherche pas à travailler à distance. Mais il faut bien avouer que, Covid oblige, beaucoup d'entreprises, petites et grandes, sont désormais prêtes à faire appel au télétravail. Il serait dommage de ne pas considérer la chose, surtout si, comme moi, vous travaillez loin des villes. Vous pouvez même voir ça comme une aubaine et imaginer travailler loin, voire très loin de chez vous, pourquoi pas la Silicon Valley. Comme je suis disponible, je me suis mis en tête de trouver un contrat à distance, justement, de chez moi. Et tant qu'à faire, j'ai ciblé une big tech. Dans cet épisode de Coffee Club, je vais vous raconter comment je m'y suis pris et surtout vous faire découvrir ce qui vous attend si vous voulez également tenter l'aventure. Vous le verrez, le processus est assez long et complexe, avec non pas une, mais 4 interviews de codage. C'est pourquoi j'ai dû découper la vidéo en plusieurs parties. Et en voici donc la première. D'abord, comment est-ce que j'ai trouvé l'offre ? Alors, je ne me suis pas cassé la tête, je suis allé sur LinkedIn dans la section Job et j'ai tapé ici Java et la localisation Remote. À partir de là, j'ai filtré un peu bien sûr, et en particulier sur la localisation de l'offre. Certes, je cherche une offre à distance, mais en général, on va quand même vouloir que le décalage horaire soit limité pour permettre les réunions. Comme je vis en Nouvelle-Zélande, j'ai fait un focus sur les boîtes australiennes. Et c'est là que j'ai trouvé l'offre en question. La voici. Alors je ne vous donnerai pas le nom de la boîte, mais sachez qu'il s'agit d'une très grosse entreprise de technologie qui réalise des milliards de chiffres d'affaires. Et je vais me centrer sur les compétences qui sont recherchées. Et ce qui est intéressant se trouve ici, Firmly grounded computer science and engineering fundamentals, including concurrency, multithreading, data structures, solution design architecture and design patterns. Et un petit peu plus bas, that you are happy to roll the sleeves up and dive into Java util concurrent from time to time. L'offre ciblait donc en effet un profil Java backend, ou plutôt une certaine catégorie de développeurs Java backend, le développeur Java Core. Alors cela me permet de faire une petite digression. Lors du dernier Coffee Club, pour lequel vous trouverez un accès rapide en haut à droite, je vous ai présenté les différents types de jobs qui existent avec Java, et je vous avais parlé bien sûr du développeur Java backend, mais je n'avais pas précisé que cela regroupe 2 sous-catégories. Le développeur d'applications d'entreprise, qui doit connaître les principaux frameworks Java, Spring, Java EE, Hibernate, etc. Et le développeur Java Core, qui lui doit connaître les fondements de Java plus proches de la machine, gestion de la mémoire, optimisation, accès concurrent. Et ce dernier va souvent devoir écrire beaucoup de choses sans faire appel à des frameworks. Alors postuler n'était pas très difficile, un CV et même pas de lettre de motivation. En effet, un nombre croissant d'entreprises ne demandent même plus de lettres de motivation, tout simplement parce qu'elles n'ont pas le temps de les lire de toute façon. Cela demande donc d'avoir un CV clair, précis et qui va droit au but, afin que le recruteur puisse mettre votre CV sur la bonne pile en quelques secondes. Alors après avoir envoyé mon CV, j'ai immédiatement reçu la réponse suivante. Pas très encourageante, vous en conviendrez. En gros, on ne me promettait pas de me répondre. Pourtant, quelques minutes plus tard, je recevais un autre message me proposant un rendez-vous par Zoom. Le voici. Du coup, j'étais gonflé à bloc. Je devais en conclure que mon CV leur avait plu, n'est-ce pas ? Donc je prenais rendez-vous pour la fin de la semaine. Et voilà qu'arrive l'entretien. D'emblée, la personne me confirme que les candidats sont nombreux, mais que si les choses se passent bien, je suis parti pour un long processus de recrutement en 3 étapes qui va durer 5 heures. Le processus est inspiré de ce qui se fait chez Google et le niveau exigé est similaire à celui qui est exigé par Google.
Tout ça est très intimidant, et surtout nouveau pour moi, car en général lorsque je postule pour un job, j'ai droit à 1 heure d'entretien tout au plus, et de façon plutôt informelle. Ensuite, la personne m'avertit, mon profil est vraiment inhabituel. Et s'ils ont décidé de me répondre, c'est parce que la société souhaite mettre l'accent sur la diversité des profils. J'en conviens, mon expérience est variée, mais mes compétences Java à bas niveau ne sont pas évidentes au vu de mon CV. Et très rapidement, mon interlocuteur me propose de me poser quelques questions techniques pour vérifier mon adéquation au poste. Sa première question était plutôt triviale. Quel est le rôle de la méthode hashcode dans la classe Object? Et pourquoi doit-on la définir lorsque l'on réécrit la méthode equals? Alors pour ceux qui ne connaissent pas la réponse à cette question, rendez-vous directement dans le cours Devenez développeur Java, session equals et hashcode. Je vous dépose un lien vers le cours en description. On m'a ensuite présenté 3 méthodes exploitant des génériques, et on m'a demandé d'expliquer ce qu'elles faisaient. Alors j'en ai retenu une en particulier, la voici. Elle est intéressante parce qu'elle est presque juste, mais pas totalement, et je n'ai jamais réussi à savoir si c'était fait exprès. Alors dans mon éditeur de code, eh bien c'est tout rouge parce que ça ne compile pas. Mais mon interlocuteur m'a présenté un screenshot de ce code. Donc à première vue, cela pouvait paraître OK. Alors cette méthode, comme vous pouvez le voir, prend en paramètre une liste typée dont le type est à préciser, c'est T. La liste est ensuite convertie en set, et par conséquent, les éventuels doublons, au sens de la méthode equals, sont supprimés dans l'opération. Et puis, on compte le nombre d'éléments dans la collection résultante, et c'est là que se trouve l'erreur, car la méthode ne précise pas le type de retour. Il manque ici int. L'opérateur diamant qui se trouve ici, avec le t, sert à préciser que le type t de la liste sera celui utilisé lors de l'appel de la méthode qui est statique, et non pas précisé à la construction de la classe que j'ai appelée ici interview. Du coup, pour exploiter la méthode, on pourrait écrire quelque chose comme ça. Je vais ajouter un public static void main. Et à l'intérieur, je vais faire donc appel à la méthode get, qui reçoit donc en paramètre une liste que je vais construire à la volée. Pourquoi pas une liste de chaînes de caractères. Et tant qu'à faire, je vais y mettre un doublon. Voilà, j'ai ajouté 2 fois Toto. Donc cette méthode get me renvoie un entier. Allez, int size. Je vais afficher la valeur de cet entier. Alors cette liste comporte donc 3 éléments, mais l'objectif de la méthode get est donc de retourner la taille du set qui prendrait en paramètre tous ces éléments et donc qui va réduire 3 éléments à 2. Ce que l'on s'attend donc à recevoir ici, c'est 2. Allez, essayons d'exécuter ce code. Voilà, le résultat est bien 2. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur les génériques et être capables de répondre à cette question, rendez-vous dans le cours Java avancé, section générique. Je vous dépose un lien en description. Enfin, mon interlocuteur me demande qu'est-ce qui est synchronisé lorsqu'une méthode est préfixée du mot-clé synchronized, comme celle-ci. Public synchronized void do something. Voilà, et peu importe ce qu'il y a à l'intérieur de cette méthode. C'est une question qui porte sur les accès concurrents lors de traitements en parallèle ou multi-threading. Il faut bien voir que cette question est intéressante car la réponse est en fait invisible dans le code avec Java. Une méthode synchronized est l'équivalent d'une méthode où toutes les instructions se trouvent dans un bloc synchronisé, comme ceci. Donc ici on aurait une liste d'instructions. Mais pas synchronisée sur n'importe quoi,
synchronisé sur l'instance courante, ici this. On va donc tenter d'acquérir un lock sur l'instance courante lors de l'exécution des instructions, et Java ne pourra pas traiter en parallèle deux sections de code qui demandent un lock sur le même objet. Donc en l'occurrence ici this. Donc ce que vous voyez là est l'équivalent de ceci. Alors je connaissais personnellement les réponses à ces questions, mais je dirais qu'elles sont suffisamment compliquées pour filtrer une bonne partie des candidats. Alors après ces questions techniques, on me demande quels sont mes objectifs en termes de salaire. La question est toujours délicate, car même si elle n'y paraît pas, c'est pour beaucoup d'entreprises le moyen de filtrer rapidement les candidats. Alors il ne faut pas tomber dans le piège. À ce stade, rien ne me permettait de donner un chiffre. Je ne savais même pas exactement quel rôle j'allais endosser, quelles seraient mes responsabilités, et surtout, une entreprise de cette taille a des standards. C'est elle qui va donc définir à un moment ou un autre le salaire auquel vous pouvez prétendre. Car il n'y a aucune raison que vous soyez mieux payé qu'un autre employé, ou a fortiori une employée, qui fait le même job que vous. Répondez simplement que cela va dépendre du job lorsque vous en saurez plus, et que vous souhaitez simplement un revenu équitable. Alors on m'a tout de même poussé à donner un chiffre. Et du coup, je me suis contenté d'indiquer quel était mon salaire précédent, en indiquant que ce n'était pas forcément ce que je désirais. L'entretien a duré en tout pour tout 1 heure et se termine par quelques échanges plutôt décontractés. La personne m'indique qu'il est satisfait de l'entretien et que je vais donc passer à la prochaine étape. Mais il m'avertit, la prochaine étape est une session de codage de 1 heure en direct avec un ingénieur. Il me recommande de bien me préparer et en particulier de réaliser les exercices du site HackerRank. J'avais déjà entendu parler de ce site et j'avais toujours voulu l'essayer, alors pourquoi pas? C'est l'occasion. Il n'en reste pas moins que la démarche est toujours très intimidante et à ce moment-là, j'hésite énormément à poursuivre. Je reçois quelques minutes plus tard le message suivant pour prendre rendez-vous. Donc j'hésite toujours et là je me dis, finalement peu importe que cela fonctionne ou pas, ce sera là une super expérience pour moi. Et par la même occasion, je pourrais vous en faire profiter. Alors allons-y. Je prends donc rendez-vous pour la semaine suivante avec la ferme intention de bien m'y préparer. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais j'espère que vous êtes impatient de me retrouver pour la suite de l'aventure. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des expériences similaires et comment vous avez abordé la chose. Ces vidéos sont visionnées par des milliers d'étudiants, certains à la recherche d'un emploi, et toujours preneurs de bons conseils. À la prochaine!